Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Bonjour Louis, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs dans ce nouvel épisode d'À la base de la donnée. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique pour les entreprises, la migration vers le cloud. Et plus spécifiquement, au CI. On va parler de migration, tout simplement parce que c'est devenu incontournable, je pense, pour toutes les entreprises de nos jours. On est presque obligé d'avoir une certaine stratégie cloud, d'avoir quelques éléments dans le cloud. Qu'il s'agisse de déplacer simplement des applications, des bases de données ou toute autre chose, on va voir qu'il y a un certain nombre d'avantages, la flexibilité, l'évolutivité et bien entendu une réduction des coûts. Mais on va aussi voir qu'au-delà de la théorie, c'est vraiment des projets en soi et qu'il y a une certaine méthodologie à utiliser, je dirais. Et donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà commencer par quelles sont les grandes étapes et comment est-ce qu'on lance un projet de migration, comment est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est quoi la feuille de route, Luc? En effet, Louis, puis c'est un sujet qui est pour moi super intéressant. Je serais curieux de savoir, Louis, dans les projets sur lesquels tu travailles, c'est quoi le pourcentage aujourd'hui de projets qui sont on-prem versus projets qui sont sur le cloud? Est-ce que tu seras en mesure de me donner une idée approximative du ratio? C'est difficile à dire, mais je dirais qu'on est à peu près entre 75 et 80% de projets qui sont sur le cloud actuellement et peut-être 20% qui restent on-premise, donc sur site. Et je pense que sur les 20% restants, on a des clients qui ont néanmoins une partie de leur activité qui est sur le cloud et une partie qui reste sur site pour diverses raisons. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as mentionné, c'est un incontournable. Les clients, les gens doivent, je pense, regarder à cette migration-là vers le cloud. Et le cloud, c'est très large. Utiliser Azure AD, utiliser Outlook, c'est en fait être sur le cloud. C'est un modèle SaaS qui te permet de pouvoir profiter de services cloud aujourd'hui. Donc, Microsoft Azure AD est très populaire. Donc, beaucoup de gens sont déjà sur le cloud. Il y a des systèmes de CRM, Salesforce et tout ça qui sont des applications en mode SaaS. Donc, les gens sont déjà très orientés vers le cloud. Aujourd'hui, ce qu'on parle de plus en plus, c'est plutôt d'un côté infrastructure. Donc, oui, j'ai une infrastructure on-prem, j'ai des systèmes qui roulent sur cette infrastructure-là et je veux aussi profiter des avantages du cloud. Et comme tu le dis, un bon nombre de clients et de projets aujourd'hui sont déjà sur le cloud ou regardent pour aller vers des solutions infonuagiques. Donc, ceci étant dit, mon cher, c'est des projets qui peuvent faire peur parce que ça veut dire que tu vas déménager un bon nombre de tes systèmes vers un environnement cloud et juste ça, ça peut être épeurant un petit peu. Mais je pense qu'il y a quand même une marche à suivre qui doit être respectée pour, premièrement, que tu puisses adresser tes préoccupations, tu puisses comprendre comment ça fonctionne et que tu puisses aussi voir tous les avantages reliés à l'utilisation du cloud. Puis les avantages, on va en revenir plus loin, là, mais c'est clair que les gens pensent rapidement à l'économie de coûts, pensent rapidement à l'usage de technologies innovantes. Donc, ça fait partie des avantages d'aller vers le cloud. C'est des avantages que on-prem, c'est un peu plus compliqué, surtout pour les technologies innovantes. Tout ça pour dire que maintenant, lorsqu'on regarde pour planifier une migration vers le cloud, bien entendu, la période de planification, elle est hyper importante. Il faut comprendre aussi les raisons qu'on veut aller vers le cloud. Donc, les raisons, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, c'est souvent les coûts, c'est souvent les performances, c'est souvent les nouvelles technos. Donc, c'est important de bien comprendre les raisons pour lesquelles tu veux aller vers le cloud et c'est important d'identifier, de lister les KPIs pour être en mesure de pouvoir confirmer que cette migration a été un succès qui a répondu à tes besoins initiaux.
Donc, la planification est hyper importante. On doit être en mesure de pouvoir identifier les applications et les systèmes que tu veux emmener vers le cloud. Ça ne veut pas dire que tu vas déménager la totalité de tes applications. Il y a des applications qui sont mieux de rester on-prem pour plein de raisons. Tu le mentionnais, Louis, il y a des clients aujourd'hui qui sont toujours on-prem et il y a des raisons pour ça. C'est important de bien comprendre, de bien identifier premièrement qu'est-ce que tu veux déménager vers le cloud, quel système bénéficierait d'être dans un environnement cloud, premièrement. Donc, lorsque c'est identifié, je le mentionnais, tu vas identifier aussi des KPIs. Donc, tu veux valider premièrement que oui, c'est avantageux pour toi que ces systèmes-là soient sur le cloud. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une amélioration des performances? Est-ce que ça nous permet de pouvoir améliorer la manière dont notre système fonctionne? Parce que oui, aller vers le cloud veut aussi dire que ça va te permettre d'utiliser des nouveaux services cloud qui vont améliorer la manière dont ton système fonctionne. Donc, il y a plein de KPI comme ça qui est important de lister pour, à la fin, voir si ça répond à tous tes besoins. Donc ça veut dire que, globalement, la première étape, c'est déjà de savoir exactement où tu veux aller, la marge de manœuvre que tu as, le temps que tu as pour ta migration. Ensuite, c'est de connaître les éléments que tu souhaites migrer, ou en tout cas faire l'inventaire de tous les éléments dont tu vas faire la migration. Et ensuite, la troisième partie, c'est de choisir, je dirais, la méthode ou le mode de fonctionnement que tu vas appliquer sur cette migration. C'est ça? Exactement. Avant de réfléchir à la méthode, tu te dois de bien comprendre, de bien connaître les systèmes que tu veux migrer. Il y a des systèmes, c'est des vieux systèmes, ça utilise des technologies qui sont très vieilles, même que les connaissances de ce système-là sont un peu perdues parce que les gens ont quitté. Donc, il y a des systèmes que tu préfères ne pas migrer, que ceux que tu identifies, bien entendu, tu dois faire un audit, un inventaire de tous les composants, de la version, des interfaces avec d'autres systèmes. Tu dois te poser la question au niveau de la sécurité aussi, les chiffrements. Donc, il y a plein d'éléments que tu dois t'assurer de bien connaître. Donc, un audit des systèmes que tu as identifiés est critique. Et je pense que même cette étape-là est la plus importante, je dirais, de toutes les étapes parce que il se peut fort bien que suite à l'audit, tu vas peut-être dire, ben, ce système-là qu'on avait identifié, ben, il y a trop d'inconnus, il y a trop d'éléments qui peuvent être problématiques. Donc, peut-être que vous allez décider de le laisser on-prem. Donc, c'est important de vraiment s'assurer de bien connaître les systèmes qui ont été identifiés premièrement. Donc, encore une fois, je pense que c'est une étape que les gens vont peut-être passer rapidement parce qu'ils sont trop excités à migrer vers le cloud. Donc, il reste que c'est une étape qui est hyper importante. Puis, suite à tout ça, on va se poser aussi la question qui est encore une fois très importante. Je le mentionnais un peu plus tôt. Le passage vers un environnement cloud va permettre aussi de pouvoir profiter de services cloud pour améliorer l'ensemble des systèmes et des applications. En fait, les clients doivent se poser la question, est-ce que je préfère faire une migration ISO, donc conserver la manière dont l'application fonctionne aujourd'hui, donc je la migre telle quelle, et par la suite, dans une phase 2, je vais aller optimiser, améliorer l'application, ou tu veux profiter de ce passage-là vers le cloud pour, en même temps, moderniser, je dirais, l'application. Donc, c'est une question qui est quand même importante et il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de la complexité, ça dépend aussi de la quantité d'applications. Aussi, si ta migration concerne une centaine d'applications, ben, tu vas peut-être vouloir garder les choses le plus simple possible et par la suite, tranquillement, moderniser les applications. Donc, tu vois, ça dépend du contexte, mais c'est une question qui est très importante. Et c'est aussi finalement une question de possibilité. Si tu as des systèmes qui sont un peu obsolètes sur des versions anciennes, etc., ceux-là, on sait déjà, en les ayant identifiés, on sait déjà qu'on les migrera pas. Là, c'est pour ça que c'est important de bien analyser, de bien passer à travers l'audit de chaque système, parce que, comme je le disais, il y a des systèmes que peut-être que tu vas vouloir conserver on-prem. Et donc, quand tu as fait cet audit, quand tu as terminé cet audit, que tu as tous tes éléments, comment est-ce que tu sélectionnes finalement cette méthode derrière? Donc, il y a plusieurs manières de migrer une application vers le cloud. Il n'y a pas qu'une seule manière. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs stratégies de migration possibles. Les points importants à considérer, c'est l'actuel. Comment aujourd'hui mes systèmes fonctionnent. Je vais donner un petit exemple. Tu sais, on parle beaucoup, c'est un terme qu'on entend souvent, mais on parle beaucoup de lift and shift. Donc, le lift and shift, c'est quoi? C'est en fait être capable de prendre une application et de pouvoir la déplacer telle qu'elle côté OCI.
C'est une des méthodologies possibles, mais il y a des contextes qui permettent un lift and shift beaucoup plus facilement. Et je fais un petit parallèle avec ce que OCI, Oracle Cloud, offre. Du côté Oracle Cloud, on a un service qui s'appelle Oracle Cloud VMware Solution, donc OCVS. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est une plateforme VMware du côté OCI qui te permet de faire un lift and shift à la mode VMware de ton on-prem vers la plateforme VMware du côté OCI. Donc, si dans ton analyse, tu identifies que la plateforme à la source on-prem est VMware et que tu veux aller vers OCI, ben, je pense que d'utiliser la méthode OCVS, donc Oracle Cloud VMware Solution, serait possiblement la méthode la plus simple de pouvoir faire ton lift and shift du on-prem vers OCI. Encore une fois, toute cette information-là va ressortir de ton Audi. Donc, c'est pour ça que l'Audi, c'est pour moi l'étape la plus importante. Peut-être avant de parler de méthode, je pense que ce qui est important aussi de mentionner, c'est que oui, il y a plusieurs manières de faire une migration vers OCI, mais pour moi, je pense qu'on doit utiliser la méthode la plus simple possible. Je donne un petit exemple. Si votre application ou votre système vous permet d'avoir un arrêt des services pendant la migration, ben, je pense que ça vaut la peine d'évaluer une solution qui correspond à ce besoin-là. Si votre application ne permet pas d'arrêt de service pour faire la migration, ben, tu vas trouver une solution qui est peut-être plus complexe, mais qui va répondre à ce besoin-là. Donc, je pense qu'on doit tout d'abord évaluer les méthodes pour choisir la plus simple, celle qui correspond aux besoins, mais qui est avec une complexité la plus simple possible, la plus basse possible. Donc, je pense que c'est toujours à garder en tête. Ensuite, si on essaie de regarder par composant, donc j'ai des BD Oracle, pour pouvoir faire une migration de BD Oracle, il y a différentes méthodologies possibles, bien entendu. Si je fais un parallèle avec ce que OCI offre, ben OCI offre des services dédiés à faire des migrations de BD Oracle. Ça répond aux besoins de simplicité parce que c'est le service cloud natif qui permet d'orchestrer tout le travail et en bout de ligne, ça me permet de pouvoir migrer d'une manière presque transparente ma BD Oracle du on-prem vers OCI. Si on parle d'autres stratégies possibles, si c'est une application en développement qui me permet de pouvoir avoir un arrêt de service, ben, un outil comme Datapomp permet aussi facilement de pouvoir extraire les données et de pouvoir les importer du côté du cloud OCI. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire des migrations vers le cloud. Ce qui est important de respecter, c'est la complexité et il va y avoir un outil qui va répondre à tous ces besoins-là. Et puis, ça veut dire que, en fait, tu vas ajuster en fonction des différents composants, etc. Certains vont avoir des problématiques, comme tu disais, d'arrêt de service impossible, où là, bah, tu vas faire un choix, et puis tu as une partie d'autres systèmes qui vont être plus simples, et donc tu vas opter pour d'autres stratégies sur ces systèmes-là. Ça veut pas dire que si tu fais un choix pour un des systèmes de migrer de cette façon-là, tu dois le faire le même pour tous. Tu peux adapter ton projet de migration à chaque composant que tu as. Tout à fait. Et le plus important, c'est la complexité. Donc, si tu peux aller avec une solution qui est la plus simple possible, je pense que c'est la meilleure solution. Par contre, si tu as des contraintes de temps, si tu as des contraintes autres que ça, va vers une solution qui est peut-être un petit peu plus complexe, par contre, qui vont répondre à tes contraintes. Et une fois que ta migration est terminée, il se passe quoi? C'est terminé, c'est fini, tu as fait ton projet et ça s'arrête là? Non, je pense que le plaisir commence. Ben, en fait, je pense que des migrations vers le cloud, en fait, peu importe la plateforme, là, une migration vers le cloud va se faire en plusieurs phases. Tu vas vouloir tester ta migration à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que tu veux être certain de l'efficacité de la méthode choisie. Tu vas vouloir raffiner ta procédure pour qu'elle soit le plus efficace, qu'elle soit le plus rapide, le moins d'erreurs possible. Donc, il est clair que tu vas tester et valider ta migration à plusieurs reprises jusqu'au moment où tu vas dire, OK, c'est le moment final, je fais la migration officielle, le go live officiel. Donc là, tu fais une dernière fois cette migration-là vers le cloud. Donc, ce travail-là peut se faire à plusieurs reprises. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que, premièrement, c'est que toi qui vas exécuter la migration sois le plus confortable possible, le plus à l'aise possible. Et ça, c'est avec la répétition que tu peux avoir ce niveau de confort-là. Tu veux vouloir réduire les risques d'erreur le plus possible. Encore une fois, c'est en répétant à plusieurs reprises cette migration-là que tu vas réduire les erreurs.
et tu vas vouloir qu'elle soit à terme le plus efficace possible. Donc, lorsque tu es à l'aise avec cette méthode-là, tu vas faire le cutover, tu vas transférer les systèmes, les BD, les différentes applications, et là, maintenant, tu vas être du côté cloud. Et comme je le disais, maintenant, c'est l'heure d'évaluer qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les systèmes qui vont avoir été transférés. OK. En fait, je pense que c'est important de mentionner, puis je ne l'ai pas mentionné encore, mais pour moi, une migration vers le cloud, ce n'est pas qu'une migration d'infrastructure. Au contraire, il y a des applications qui roulent sur ces infrastructures-là. Et pour moi, une migration vers le cloud signifie également de pouvoir retravailler, améliorer les applications qui roulent sur le cloud. Et j'aimerais ça peut-être t'entendre, Louis, là-dessus, justement, sur c'est quoi pour toi une migration sur le cloud d'un point de vue applicatif? Comment vois-tu le après-migration vers le cloud? C'est une bonne question. Quand tu fais une migration sur le cloud, la première chose, je pense en tant que développeur qui te vient à l'esprit, c'est que tu as le champ des possibles qui s'ouvre un petit peu plus. Tu pars d'un environnement qui était un petit peu on-premise, donc il y avait certaines contraintes, probablement moins de mise à jour, moins de maintenance, moins d'accès à des services externes, voilà. Donc effectivement, tu te dis, mon application, je l'avais développée d'une certaine façon, je me retrouve sur un environnement cloud, et donc j'ai accès à une multitude de services qui peuvent améliorer grandement l'application. On peut penser à tous les services IA proposés par les fournisseurs cloud de nos jours, hein. C'est des choses qu'on nous demande très régulièrement, d'ajouter de l'IA générative, notamment dans les applications qu'on construit ces temps-ci. On peut penser à des services comme Functions, par exemple, sur OCI, où on avait imaginé une partie de code qui était gérée d'une autre manière, peut-être sur un serveur à part. Ça peut tourner sur du serverless maintenant, et donc économiser une VM qui tourne dans un coin juste pour exécuter un bout de code de temps en temps. On peut imaginer toutes ces choses-là. Dans mon esprit, quand je pense à effectivement migration d'une application sur le cloud, je me dis j'ai encore plus d'outils pour satisfaire le client et répondre aux requis. Et c'est pour ça que je mentionne toujours qu'une migration vers le cloud, c'est beaucoup plus que juste infra. Oui, du côté infra, on a beaucoup d'améliorations, on a beaucoup d'avantages, et on va en parler. On a beaucoup d'avantages de faire une migration vers le cloud du côté infra. Mais la porte qui s'ouvre sur l'amélioration des applications, elle est très importante. Et d'un point de vue du client, je pense que c'est encore plus important. Tout ce que tu peux amener à l'application que les avantages de l'infrastructure derrière. C'est clair. On a parlé un petit peu de comment on identifie, comment on analyse les applications pour savoir si elles sont des candidates pour aller vers le cloud en général. On a parlé un petit peu de la stratégie pour identifier les méthodes, les stratégies d'exécution et tout ça. On a toujours discuté jusqu'à présent, Louis, du cloud en général. Tu sais, je pense qu'on le sait tous, là, il y a plusieurs joueurs majeurs au niveau cloud. On connaît tous AWS, qui est en fait le précurseur. C'est celui qui a emboîté le pas le premier. Ensuite, il y a eu Microsoft Azure qui est embarqué. Il y a Google Cloud, il y a Oracle Cloud, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui sont pour tous ces joueurs-là. Tu sais, on parle de réduction de coûts. Il faut voir ça comme un avantage qui est autant du côté Amazon Azure que OCI. Donc, les gens ont pu à dépenser sur de l'infrastructure, ont pu à acheter de serveurs, ont pu à mettre de l'argent, beaucoup d'argent sur mettre en place et maintenir un data center. Donc, ça, c'est quand même énorme comme réduction de coûts. Est-ce que tu veux aller vers d'autres avantages de la migration vers le cloud? Non, mais même sur la réduction des coûts, il y a quelque chose qui était très intéressant. J'ai participé à une réunion l'autre jour du club utilisateur francophone Oracle, et il y avait une entreprise qui venait témoigner sur une migration du cloud, et il parlait de réduction des coûts, et il y avait un exemple qui m'a frappé, c'est quand il demandait à chaque unité d'affaires de répondre à la question: est-ce que vous avez besoin de votre application 24/24? Est-ce que vous en avez besoin 7 jours sur 7? Et en fait, tu te rends compte que si tu coupes l'application à partir de, je sais pas moi, 19h jusqu'à 8h le lendemain, et si tu la coupes les week-ends, il disait c'était quasiment 50% de coût de réduction, et ce qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils étaient sur des infrastructures on-premise, dans des data centers à eux, et donc ils se souciaient pas de ça. En fait, les machines tournaient, ils les arrêtaient pas parce qu'il y avait d'autres choses. Là, la grosse différence, c'est que tu peux avoir des systèmes qui sont un petit peu plus cloisonnés, tu peux monitorer ça de manière plus importante, et donc tu peux te permettre de dire, ok, cette application-là, dans mon cloud, je peux l'éteindre de telle heure à telle heure parce que personne s'en sert, et donc c'est une réduction des coûts immédiate. C'est beaucoup plus important qu'on peut le penser à l'origine, tu sais, puis
Je pense que ça fait partie des ajustements qu'on doit avoir lorsqu'on travaille sur une stratégie de migration vers le cloud. Oui, pour certaines personnes, ça peut être un inconvénient que mon système de développement ne sera pas disponible le week-end, mais dans le fond, c'est pas plus grave non plus. Et ça permet de pouvoir économiser beaucoup d'argent, là. Mais ça fait quand même partie des éléments à emmener sur la table lorsqu'on parle de stratégie cloud. Et c'est important que tout le monde comprenne que oui, le week-end, on ferme les environnements de développement. Et la raison pourquoi, là, tu sais, donc lorsque les gens comprennent ça, ben ils sont à l'aise comparativement avant où ce que tous les systèmes étaient ouverts tout le temps parce que c'était du on-prem, mais il n'y avait pas de coût additionnel qui était généré à cause de ça. Donc, c'est un terme qu'on appelle le FinOps. Lorsque la stratégie de FinOps est en place, il y a beaucoup d'argent qui est économisé. Puis il y a de l'argent économisé et de nos jours, je pense que c'est aussi également très important, il y a aussi de l'énergie économisée. Parce qu'en fait, ces machines-là, elles consomment pas de ressources et qu'à un moment, on doit tous être responsables dans nos stratégies de migration. Et je pense que d'imaginer que tous les systèmes sont pas nécessaires à être en route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est aussi une manière d'apporter une petite pierre à l'édifice. Très bon point, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et le deuxième point, on en a parlé un peu avec la réduction et le fait de pouvoir éteindre et allumer des environnements, mais on a la flexibilité et l'évolutivité qui est majeure dans toutes les stratégies de migration. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je pense que je vais donner un exemple qui est très concret, qui va représenter l'avantage d'être sur le cloud avec la flexibilité. Donc, on connaît tous les applications de type ERP, des applications qui, en fin d'année, vont devoir exécuter des traitements très lourds pour justement les rapports de fin d'année, pour fermer les années financières. Donc, c'est des systèmes qui demandent énormément de capacité, mais que pour une certaine période de temps. Le reste de l'année, le reste du mois, c'est des systèmes transactionnels qui roulent bien, mais qui n'ont pas besoin d'autant de capacité. À l'époque, pas si lointain, ce qu'on faisait, c'est que justement, lorsqu'on devait faire l'acquisition de matériel, ben, on se posait la question. C'est quoi pendant l'année la plus grande demande en capacité qu'on prévoit que le système ERP va demander? Donc là, on achetait justement le matériel en conséquence. Donc, c'était le matériel qui répondait à cette période-là de quelques semaines dans toute l'année, mais que pour le reste de l'année, c'était 2 fois trop de capacité. Aujourd'hui, avec cette flexibilité-là ou l'agilité, le cloud nous permet justement de pouvoir ajouter cette capacité-là aux besoins sur demande pendant les périodes critiques et par la suite retirer. Pour moi, c'est un exemple très concret de ce qu'est la flexibilité. Aujourd'hui, même la BD Oracle autonome qui fait ce travail-là d'une manière dynamique. Donc, le système va réaliser qu'elle aurait besoin de plus de capacité, donc elle va en ajouter d'une manière dynamique automatiquement et à la toute fin, va pouvoir la retirer. Donc, on parle de FinOps, on parle d'agilité, mais je pense que tout ça va ensemble. Ouais, c'est sûr. Et je pense que le dernier, moi, qui me vient à l'esprit dans les avantages généraux, c'est l'accès, on en parlait tout à l'heure, mais l'accès à toutes les nouvelles technologies. C'était très difficile d'y avoir accès précédemment quand on était sur site. Maintenant, on peut avoir accès à tout un tas de services IA, on peut avoir accès à tout un tas de nouvelles VM, on peut imaginer avoir accès à des GPU, ce qui n'était pas forcément le cas sur un data center on-premise. Donc voilà, je pense que cette partie-là, c'est vraiment le point important quand on imagine démarrer une stratégie de migration. Oui, on parle de l'IA, tout le monde veut utiliser l'IA, tout le monde est curieux et comme tu l'as dit, je pense que sur du on-prem, je pense que ce serait clairement difficile d'avoir des environnements qui permettent d'utiliser l'IA. Donc, le cloud permet ça. Le cloud permet de payer qu'à l'utilisation. C'est vraiment la possibilité d'utiliser des technologies innovantes qui est pour moi un avantage hyper intéressant lorsqu'on réfléchit à une stratégie de passage vers le cloud. Tout à fait. Donc, ce qu'on a mentionné là, Louis, c'est des avantages qui sont reliés à tous les différents fournisseurs cloud. On le sait bien. Maintenant, bon, personnellement, je connais bien le cloud OCI, un peu plus que les autres clouds. Donc, j'aimerais peut-être faire un lien sur, OK, maintenant qu'on a une idée des avantages généraux, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de OCI? Bon, donc le cloud Oracle, c'est bien entendu un cloud où on retrouve des BD Oracle, tout d'abord. Et je pense que le cloud, justement, amène aussi une facilité de gestion des systèmes comme les BD Oracle. Je parlais un peu plus tôt de la BD autonome.
Donc, bien entendu, on retrouve aussi la BD comme on connaît, donc ce qu'on appelle le Base Database Service, qui est exactement la même chose qu'une BD on-prem. Mais ce que le cloud amène, c'est justement la facilité de provisionnement. On le sait, on a déjà parlé dans un épisode auparavant. Lorsqu'on décide de faire la création d'une BD Oracle aujourd'hui on-prem, c'est un processus qui demande du temps, qui demande des efforts, que le cloud amène cette facilité-là de provisionner une BD Oracle, qui te donne la facilité de gérer une BD Oracle, les sauvegardes et tout ça. Donc, premièrement, je pense que pour moi, le cloud Oracle, c'est un des gros avantages de pouvoir faciliter tout ce qui tourne autour de la BD Oracle. La BD autonome, tu l'utilises souvent, Louis. Je pense que c'est une évolution de ce qu'on connaît de la BD Oracle. Donc, c'est une BD qui se gère par elle-même, qui se tune par elle-même, donc qui se met à jour aussi par elle-même. Donc, ça, je pense que c'est une évolution hyper intéressante de ce qu'on connaît de la BD Oracle. Oui, c'est clair. Avec certains moments où c'est pas forcément le bon choix. Très bon point. On a des clients sur des systèmes avec des réglementations très importantes ou qui sont obligés de valider des systèmes, notamment en industrie pharmaceutique. Ce type d'industrie oblige en fait à valider et donc à passer des qualifications sur les systèmes. Et quand tu changes un composant, tu es obligé de requalifier ton système. Et donc, dans ces cas-là, la base de données autonome n'est malheureusement pas le bon choix parce que du fait du self-tuning, du self-repairing, tu peux pas qualifier un système comme ça pour ces industries-là. Et donc, la chance, c'est qu'on a encore le Base Database as a Service, comme tu disais, qui permet encore de avoir une base de données comme on la connaissait avant et de s'occuper nous-mêmes du patching, du monitoring, etc. Tout à fait. C'est un très bon point. Et tu sais quoi? D'où l'importance de la phase de préparation d'audit, parce que c'est justement des éléments qui vont ressortir de cette phase-là, qui vont te permettre de bien sélectionner la destination. Donc, de bien imaginer à quoi va ressembler l'infrastructure plus tard. Donc, ces informations-là doivent ressortir de la phase d'analyse et de planification. Sinon, tu vas provisionner une BD autonome jusqu'au moment où tu vas réaliser que c'est peut-être pas le bon choix et que tu dois refaire un peu ta stratégie. Il y a d'autres cas, justement, tu parles de la BD autonome et c'est pour nous la meilleure solution lorsque c'est applicable. Et tu parlais du cas dans le domaine pharmaceutique, mais on a aussi eu d'autres projets de migration vers OCI qui, finalement, la BD autonome n'était pas le bon choix. Le contexte était une application Forms, mais qui datait de plusieurs années et que le passage à OCI, donc l'ajustement nécessaire pour passer à OCI, demandait trop de modifications. On a dû se rabattre sur le Base Database Service. Donc, c'est important de mentionner que la BD autonome, c'est un très bon système. Par contre, il y a des éléments qui font en sorte que c'est peut-être pas le bon choix. Est-ce qu'on a des éléments qui seraient associés à la sécurité, qui seraient vraiment spécifiques sur OCI? Oui, je pense que tous les grands joueurs ont la sécurité dans la liste, la courte liste de priorités. Je pense que c'est très important pour tout le monde. Par contre, du côté OCI, je pense que ce qui fait la différence, c'est justement l'intégration des services de sécurité à travers la gestion des BD Oracle. Je pense que Oracle a réussi à intégrer leurs différents outils. On parle de Data Safe, on parle des outils qui sont spécifiques à la sécurité d'une BD Oracle. Et là, dans l'optique, encore une fois, de simplifier la gestion, on peut intégrer ça par des services natifs. C'est ce qui fait la particularité de OCI, c'est d'avoir intégré leur sécurité à travers des services natifs qui permettent de pouvoir de gérer simplement tout ce qui est sécurité, donc activité sur la BD Oracle, détection, donc tous ces aspects-là d'une manière complètement intégrée. Oui, il y a d'autres services qui permettent de vérifier la posture de sécurité, de vérifier l'activité au niveau du tenant, donc on parle de CloudGuard ici, mais je pense que tous les grands joueurs ont aussi leurs services qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de la sécurité en général. Peut-être un autre élément qui est intéressant, et tu sais, on parlait tantôt un peu plus tôt de technologies innovantes. Tout le monde, encore une fois, tous les grands joueurs ont leur service d'IA, ont leur service qui tourne autour de ces technologies innovantes-là. Par contre, je ne sais pas si, comme Oracle, ils ont développé des services spécifiques IA. Donc, je fais référence ici à Document Understanding, exemple, qui permet de pouvoir
faire de l'extraction de l'information d'un document. Je parle à language qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est langue et tout ça. Est-ce que tu sais si, comme Oracle Cloud, les autres grands joueurs ont aussi développé des services IA prêts à l'emploi comme ceux-là? Alors, je suis pas un spécialiste des autres clouds hein, comme toi, mais j'imagine qu'ils doivent en avoir aussi. Ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on utilise régulièrement ces services et qui sont plutôt simples d'utilisation, plutôt fiables et qui nous permettent en fait de réaliser des vrais cas d'usage dans des entreprises et chez nos clients dès maintenant. Par contre, ce que j'aimerais mentionner ici, c'est ce que la BD23 AI apporte par contre. Je pense que l'évolution de la 23 AI, elle est quand même assez exceptionnelle. J'imagine que tu as eu la chance de pouvoir t'amuser un peu avec tout ce qui tourne autour de vector search, du machine learning et tout ça. Je pense que ça, par contre, c'est vraiment un élément qui différencie OCI des autres joueurs. C'est ce qui différencie Oracle des autres joueurs, hein. C'est leur base de données et ils sont très bons là-dedans. Ils sont aussi très bons maintenant dans le cloud. Ils font de nombreux services intéressants. Mais je pense que là où ils ont été forts, c'est qu'ils savent que leur force, c'est la base de données Oracle. Et on le verra après, hein, ils ont développé tout un tas d'offres aussi sur le cloud qui sont aussi liées à cette base de données-là. Mais sur la base, la dernière, hein, donc la 23 AI, cette base-là, donc ils appellent ça le VergeDB. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur tout type de données, donc que ça soit des données classiques hein, de base de données, des tables de base de données, que ça soit sur des documents type JSON, XML, etc. On pouvait déjà le faire, mais ça a été encore amélioré. Et maintenant sur des données de type vectoriel, par exemple, où on peut tout simplement créer des embeddings et donc faire des recherches par similarité sur des données non structurées. Donc ça, c'est une évolution majeure, donc la partie vector search sur la 23 AI. Et je pense que c'est que le début, c'est-à-dire que leur idée, c'est de dire que sur la même requête, tu es à la fois capable d'aller faire une interrogation sur des données structurées transactionnelles classiques, tu es capable d'aller regarder des documents non structurés avec le vector search, et tu es même capable de transformer tout ça en JSON avec leur duality views qui permet de transformer des données relationnelles en données JSON. Donc l'idée, c'est de dire OK, on prend le meilleur de chaque monde parce qu'il y a des acteurs sur chacune qui sont spécialisés sur chacun de ces types-là et on met tout ça dans le même moteur de base de données et on est capable de faire tous ces éléments-là avec la même base de données. Donc c'est fort et puissant et nous, ça nous permet de faire de très belles applications. Mais ce que je trouve intéressant ici, puis comme tu disais, je pense que c'est juste le début, mais c'est de pouvoir avoir une source d'information unique, peu importe le type de document, le type de data, une source d'information unique, et ce qui permet de pouvoir facilement récupérer l'info à travers cette même source-là. Ça, je pense que c'est les seuls à avoir aujourd'hui cette vision-là. Puis en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que ça simplifie énormément votre travail à vous, là. Je pense que maintenant, tu sais que l'information est à cet endroit-là, peu importe le type, le format, tu as juste à aller la récupérer. Donc, ça simplifie énormément les cycles de développement et la complexité d'une application est beaucoup plus petite maintenant de cette manière-là que d'avoir différentes sources de données un petit peu partout. Ouais, c'est clair. Donc, tu vois, ça, c'est en fait quelques avantages très spécifiques à OCI qui tournent autour de la BD Oracle. Je pense que l'idée d'amener l'IA à la donnée, comme Oracle aime le dire, je pense que c'est très prometteur. Mais on a parlé de OCI maintenant, mais on a parlé du cloud, on a parlé de OCI, mais j'aime aussi dire qu'il y a des stratégies de migration vers le cloud qu'on appelle multi-cloud ou hybride qui sont quand même super intéressantes. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs cloud, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud, Oracle, entre autres. Là. Je pense qu'il est important aussi de comprendre que chacun de ces joueurs-là ont des avantages, ont des forces plutôt. Je pense que l'idée de profiter des forces de chacun est une très bonne stratégie et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de multi-cloud, le fait de pouvoir utiliser plusieurs clouds en fait. On parle de plus en plus de cloud hybride, donc de pouvoir utiliser autant le on-prem parce que, comme on le dit, il y a des systèmes qu'on préfère garder on-prem et c'est tout à fait normal d'utiliser OCI. Donc, je pense que le concept de multi-cloud est pour Oracle en fait un concept super important.
Et puis c'est une chose qu'on retrouve de plus en plus souvent chez les clients, c'est de dire je mets pas tous mes éléments chez le même fournisseur cloud pour diverses raisons, et aussi pour pouvoir dire non, j'ai une partie chez un, j'ai une partie chez l'autre, et puis je peux changer à tout moment, ce qui est en soi assez intelligent, je dirais, parce que on n'a pas tous tout le temps envie de mettre ses œufs dans le même panier. Non, puis tu sais, oui, lorsque tu as des applications Oracle, c'est logique de penser au cloud Oracle. Lorsque tu as des applications de type Microsoft, je pense que c'est logique de penser à Azure aussi. Donc, pourquoi ne pas utiliser la force de chacun? Et je pense qu'avoir une application .NET qui roule du côté Azure, avec une connectivité vers OCI parce qu'on veut avoir la BD Oracle puissante et efficace du côté OCI, ça fait pour moi énormément de sens. Mais là où ils sont intelligents, c'est les nouvelles offres qu'ils ont sorties récemment sur tous les cloud providers, on va dire, majeurs, hein, donc Azure, AWS et Google Cloud. Donc c'est les databases at Azure, databases at AWS, databases at Google Cloud. Et là, en fait, tu récupères le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu es capable de provisionner une BD Oracle dans ta console de ton cloud provider qui n'est pas OCI. C'est tout aussi simple que ça. Qu'est-ce qui est encore mieux que d'avoir une Autonomous DB du côté Azure? Parce que toi, ton choix principal de cloud provider, c'est Azure, pour plein de bonnes raisons. Avant cette offre-là, tu ne pouvais pas bénéficier d'une BD Oracle à son plein potentiel. Et maintenant, tu peux. Tu peux avoir une Autonomous DB du côté Azure. Et là, tu profites de la force d'Azure pour les produits Microsoft et tu profites de la force Oracle pour sa BD. Et avant, tu pouvais le faire, mais c'était pas en service manager. Là, la grosse différence, tu cliques dans ta console et tu provisionnes une base de données comme tu le ferais sur ta console OCI, mais tu es dans ton autre cloud provider. Et voilà. Donc, pour moi, cette stratégie-là, puis Oracle est très ouvert au multicloud. La preuve, c'est que justement, ils permettent d'avoir leurs produits à eux, leurs produits phares à eux, dans les plateformes des autres. Donc, pour moi, ça l'indique que Oracle est vraiment pour cette stratégie-là de multicloud. Et ce qui est fort en plus, les Autonomous DB ou les bases de données Oracle qu'ils mettent dans les autres cloud providers, c'est vraiment avec leur rack à eux qu'ils ont déplacé dans les data centers des autres cloud providers, et donc ils assurent d'avoir la même efficacité, les mêmes performances. Voilà, on n'est pas sur une version dégradée de la base Oracle qui tourne sur un autre cloud parce que il y a telle ou telle infrastructure qui est pas la même. Non, c'est exactement la même infrastructure, les mêmes machines. C'est juste que c'est consommé dans un autre data center. Exactement. Tu sais, la définition du multicloud, là, de profiter de la force de plusieurs joueurs, je pense que ça résume la stratégie d'Oracle en permettant de pouvoir provisionner une BD autonome chez Azure, chez AWS ou Google Cloud. Donc, c'est malin. Très malin. C'est malin. Et puis, encore une fois, ils capitalisent sur leur force qui est la base de données. Et voilà. Maintenant, Louis, on a parlé de plein de belles choses. J'aimerais te parler de quelques cas d'usage, si tu me permets. Avec plaisir. Écoute, on parle de plusieurs années déjà d'un projet d'un de nos clients importants ici au Québec. Une application quand même assez importante à Transat qui permet de faire la planification des horaires des pilotes, la planification des horaires des agents de bord et tout ça. Donc, c'est un système qui est super important pour eux. C'est un système qui est écrit en Java et qui utilise une BD Oracle aussi. Et donc, étant donné que Transat utilise beaucoup Oracle, donc ils nous ont demandé d'évaluer premièrement si aller vers le cloud OCI serait une bonne chose pour eux. Donc, à l'époque, Transat était dans une phase où ils devaient renouveler leur serveur et ils planchaient à avoir un site de relève, donc un PRA. Donc, il y avait beaucoup d'investissements qui devaient être faits par Transat. Et justement, c'est souvent le déclencheur à se poser la question si on devrait peut-être faire le passage vers le cloud. Donc, tu te rappelles des différentes étapes au tout début, donc de s'assurer de bien comprendre l'application, de mettre les KPI en place. Et donc, on a fait ce travail-là et on a démontré à Transat qu'à terme, ça serait plus avantageux, ça serait moins cher en fait de passer vers le cloud pour le type d'application en question. Et justement, une des particularités de cette application-là est importante dans l'équation. Il faut comprendre que ce système-là qui fait la planification des horaires est utilisé une semaine par mois. Pendant cette semaine-là, c'est des gros calculs qui permettent de faire des projections, des prédictions sur les plannings. C'est une semaine qui est très intense en termes de calcul. Et le reste du mois, c'est que pour la validation et tout ça. Tu vois, on parlait de flexibilité un peu plus tôt.
c'est justement un point hyper important ici dans cette analyse-là, c'est que ce type de système-là va profiter justement du côté agilité pour avoir un FinOps qui est très optimal. Donc, en calculant tout ça, en faisant cette analyse-là, en connaissant bien l'application, on a pu démontrer que c'était beaucoup moins cher de migrer vers OCI que de racheter des serveurs avec une très bonne capacité parce qu'il y a une semaine très intense et de pouvoir aussi mettre en place un PRA, donc acheter plus de matériel. Donc, tout ça étant fait, étant analysé, on a pu faire le projet de migration vers OCI. Donc, je pense que c'est un cas qui était intéressant parce que justement, on a pu démontrer par la particularité de l'application qu'une configuration cloud était parfaite pour leurs besoins. Encore une fois, puis ça démontre que justement la phase d'analyse, de planification, elle est hyper importante. Ça a pu justement démontrer les avantages, les bénéfices de faire cette migration-là et de passage vers OCI. Tu parlais justement de situations où il y a certains composants qui sont peut-être pas appropriés. Donc, on parle de la BD autonome. Et je te mets un petit peu dans le contexte d'une application Forms qui date de plusieurs années et qui n'a pas vraiment évolué avec le temps et qui fonctionne super bien dans un environnement on-prem. Par contre, c'est une application qui a été très personnalisée, qui fait des traitements très particuliers, qui demande des paramètres de BD très spécifiques et qui, justement, à cause de tout ça, la BD autonome n'est pas appropriée parce que tu n'as pas la même flexibilité sur une BD autonome en termes d'ajustement de paramètres, en termes de fonctionnement aussi. Donc, suite à l'analyse, encore une fois, on a démontré que la BD autonome était peut-être pas le service adéquat. Donc, encore une fois, c'est important de comprendre que le passage vers le cloud, ça ne veut pas dire que c'est toujours une réussite. Il y a souvent des éléments qui vont te remettre en question ou qui vont demander des ajustements un peu plus importants que tu avais peut-être identifiés au départ. On voit bien que la phase d'audit, par contre, c'est presque la phase la plus importante. Une fois que tu as fait cette phase-là, finalement, tu déroules le reste. J'avais une question là-dessus, c'est cette phase d'audit, finalement, c'est la plus longue sur les projets de migration? C'est une phase importante, une phase hyper importante. Je pense que si tu la réalises bien, ça va te sauver énormément de temps. Mais par contre, je pense que l'exécution, des fois, peut être longue parce que, bon, dans l'exécution, c'est souvent aussi la coordination avec différentes équipes, la coordination avec les développements, la coordination avec les équipes de pré-prod, les usagers en production. Donc cette phase-là d'exécution peut être plus longue en temps, mais ce qui est très important, c'est que si ton analyse et l'audit a été fait adéquatement, ça va te sauver énormément de temps par la suite. Donc je pense que c'est le message important ici, là. Souvent, tu veux précipiter un petit peu cette étape-là parce que tu as hâte de voir les résultats. Mais en bout de ligne, tu peux avoir des surprises. Écoute, Louis, je pourrais t'en parler longtemps. Il y a peut-être un dernier cas que j'aimerais aussi mentionner. C'est un cas d'un de nos clients ici, MindSense, qui utilise Apex, qui les a amenés vers justement le Autonomous DB. Aujourd'hui, tu vois, suite au passage vers OCI, suite au passage vers le Autonomous DB, aujourd'hui, on utilise du AutoML, on utilise du Oracle Function, on utilise du Integration Cloud. Il y a une preuve de concept en ce moment sur le Analytic Cloud. Donc, tu vois, le passage vers OCI a permis d'ouvrir la porte sur toutes les possibilités au niveau applicatif et au niveau processus pour tranquillement amener des améliorations à leur système. Puis ça, je trouve ça vraiment excitant parce que lorsqu'on franchit le pas vers OCI, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Moi, je retiens que pour faire une belle migration, il faut avant tout prendre son temps, faire un audit de tous ces systèmes, être sûr d'exactement des requis et en tout cas de comment sont exécutés chaque système, parce que je pense que c'est une partie très très importante, tu le disais, hein, ça peut permettre à la fin de gagner et d'éviter les mauvaises surprises. Effectivement, une fois qu'on a fait ça, il y a un certain nombre d'étapes, le choix ou non de faire une modernisation en même temps qu'une migration. Et ça va être en fonction de différents critères, hein, le temps disponible pour le projet de migration, le coût et d'autres critères. Mais une fois que ça c'est fait, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on se retrouve dans un environnement où on peut évoluer, on peut intégrer des nouveaux services et je dirais la porte des possibilités est ouverte. Tout à fait. Je pense que tu as très bien résumé, mon cher ami. Tu m'as bien écouté.
C'est bien. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à en laisser. Abonnez-vous au podcast parce que c'est important pour nous et ça nous fait plaisir de recevoir des informations de votre part. Dans le prochain épisode, nous allons discuter des extensions aux applications Oracle e-Business Suite ou Oracle Fusion qu'on fait régulièrement avec la technologie Oracle Apex. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à bientôt. À bientôt, Luc. À la prochaine, oui.